Bien, bonsoir. D'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette belle initiative. Cette pièce nous met un peu, même si c'est, comme on l'a dit, à partir d'un microcosme, on voit comment les choses se passent et quels sont les enjeux, les luttes internes au sein d'une famille et comment les contradictions peuvent déboucher parfois sur la faillite à la fois d'une petite entreprise, mais aussi d'une famille. Je voudrais aussi remercier nos invités. Madame Besma Khalfel, malgré son emploi de temps surchargé, donc elle est venue d'Italie, dans un contexte quand même, donc après les élections et tous les enjeux qui sont en cours en Tunisie. Donc Madame Besma Khalfel est présidente de la Fondation Chocolat de Prix contre la violence. Et elle a participé à ces élections en Tunisie à l'observation des actes de violence. Elle nous parlera. Il y a eu quand même pas mal. Voilà. Invité, c'est Renaud Vivien, qui est membre du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui va lui aussi nous parler d'une question épineuse, à savoir la question de la dette de l'État tunisien, qui pèse très très lourd et qui ne permet pas au pays de se libérer de cette dette et d'agoniser en quelque sorte, et que les gouvernements successifs après le 14 janvier n'ont pas pris des décisions courageuses pour donc essayer de régler cette question-là. Alors, pour commencer, je voudrais tout simplement prendre 5 minutes pour un peu poser le cadre global de ces élections. Comme vous le savez, donc, le 26 octobre, donc, dimanche dernier, a eu des élections donc, en Tunisie pour élire donc, les députés pour le nouveau Parlement. Donc c'est les premières élections législatives et donc les élections de 2011 qui étaient pour élire une Assemblée nationale constituante. Alors quelques rappels très brefs des données. Alors selon l'ISI, le taux de participation a atteint aux alentours de 61-62% d'une manière globale. Mais alors, à l'étranger, la participation est très faible et la situation est un peu catastrophique. Je reviendrai là-dessus parce que le taux de participation des Tunisiens à l'étranger, donc de la diaspora, est de 28 à 29%, je crois. Alors, par ailleurs, ce taux de participation que nous fournit l'ISI fait référence au nombre d'inscrits sur les listes électorales. Soit près 5 200 000 électeurs sur une population, le recensement de 2014 est de 10 900 000 habitants. En sachant qu'en 2011, il y a eu 4 300 000 votants, alors qu'en 2014, la semaine dernière, il y a eu 3 200 000 habitants, soit un recul à peu près de 25%. Donc le taux de participation donc, de 2014 est inférieur à celui de 2011. Quelques mots sur les irrégularités qui étaient massives à l'étranger. Même si sur le plan national, en Tunisie, il n'y a pas eu de graves irrégularités. Les observateurs ont noté un certain nombre de problèmes, mais c'est surtout à l'étranger où des bureaux de vote étaient fermés, d'autres bureaux étaient déplacés. Au dernier moment, certains qui devaient voter au Havre se trouvaient donc leur bureau transféré à Rouen, etc.
Donc voilà, par rapport donc, à la situation donc, à l'étranger, alors certains demandent même l'annulation de ces élections, non pas pour l'étranger, mais ça, on en parlera peut-être dans le débat, on reviendra pour voir pourquoi et quelles sont les raisons qui étaient à l'origine de ces irrégularités. Alors, par rapport peut-être aux enseignements qu'on pourrait tirer de ce scrutin donc de 2014. Il faut rappeler qu'en 2011, donc, il y a eu une large majorité pour Ennahda. Maintenant, pour ces élections, c'est le mouvement Nida Tounes qui remporte les élections avec une écrasante majorité. Alors, Nida Tounes arrive en tête devant le parti Ennahda, mais je crois qu'on ne peut pas dire que Ennahda a véritablement échoué si on tient compte de toutes les difficultés, des problèmes que Ennahda a rencontrés pendant les 3 années, surtout des erreurs que les dirigeants de ce parti ont commises. Mais moi je trouve que Ennahda s'en sort pas mal par rapport donc, à tout ce qui s'est passé pendant les trois dernières années. Il me semble que les grands perdants de ces élections, ce sont quand même les partis politiques de l'opposition historique. Et ça, vraiment, ce qu'on peut le regretter ou pas, mais la situation est telle, et ils payent peut-être aussi un certain nombre d'erreurs qu'ils ont commises. Alors, je pense notamment à l'Union pour la Tunisie, l'ex-Tali ou le Massar, au parti Hezb el-Jomhouri, donc d'Ahmed Najib Chebli, au CPR. Donc, sur tous ces partis, donc le Massar ou l'Union pour la Tunisie, se trouvent sans aucun lieu. Hein? Takatel aussi. Takatel aussi, et le CPR a un élu. Le CPR a 4 et Takatel a un siège. CPR 4. CPR 4. Alors, pour moi, peut-être, hein, ce sont des éléments de réflexion pour lancer tout simplement le débat. Je ne prétends pas avancer des explications c'est encore un peu tôt. Je crois que le plus grand enseignement, c'est, me semble-t-il, l'éviction du parti Ennahda du pouvoir. Et l'éviction de façon démocratique. Je m'explique. C'est que si on prend les autres pays du monde arabe où un parti islamiste est arrivé au pouvoir, à aucun moment on a, si vous voulez, écarté démocratiquement un parti, alors que ce soit si on prend le cas de l'Algérie ou on prend le cas de l'Égypte, donc à aucun moment un parti islamiste n'a été éliminé en quelque sorte du pouvoir ou écarté du pouvoir de façon démocratique. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel, central, et probablement, me semble-t-il, c'est un grand succès pour la démocratie en Tunisie. C'est-à-dire qu'on commence en tout cas à instaurer l'alternance, et on peut être critique par rapport au parti qui a gagné, ou comment les choses se sont passées, mais c'est un élément positif, me semble-t-il, pour la démocratie en Tunisie. Alors l'autre conséquence, et qui pour moi moins heureuse, c'est la bipolarisation de la scène politique tunisienne. Et que désormais on a deux grands partis, entre guillemets grands partis, mais deux partis qui vont dominer le champ politique en Tunisie, et que les partis politiques, il va y avoir maintenant, on est en plein discussion pour former des coalitions, et là, si vous voulez, ça peut être dommageable, en sachant qu'il va y avoir des élections présidentielles donc, au mois de novembre, et que probablement
probablement le parti Interkunst, probablement Beji Raïsepsi va élu, probablement, j'en sais rien, mais je ne présume rien du tout, mais c'est-à-dire si Beji Raïsepsi est élu comme président de la République, c'est quand même un peu, de mon point de vue, un peu inquiétant de la mesure où il va y avoir une concentration du pouvoir au sein d'un seul parti qui va avoir pratiquement toutes les, à la fois le président de la République, le Premier ministre et une majorité au sein de l'Assemblée. Voilà, donc ça c'est quelque chose, ce sont des éléments aussi que je pose ici pour les discuter avec vous. Donc les alliances futures vont être déterminantes pour l'avenir de cette transition démocratique en Tunisie. Alors, il y a un élément qui me semble positif, à savoir le renouvellement de l'élite politique, notamment à travers l'émergence d'un certain nombre de figures, nouvelles figures d'élus politiques qui probablement vont aider à la transformation, au changement du champ politique tunisien. Alors, je prendrai probablement l'exemple emblématique dans ce changement, c'est Madame Mba Tabrahi, élue donc du Front populaire et qui a joué un travail formidable en profondeur pour la campagne. Et là, même quand on est loin ici, tunisien, et on regarde à la télé, ça change même la qualité du débat au cours de certaines émissions, parce que parfois on reste souvent sur les mêmes thèmes, sur est-ce que Beji Raïsepsi va réussir ou pas, est-ce qu'il va s'allier avec un tel ou pas, alors que les questions de fond restent souvent à l'écart. Bon, je prends cet exemple pour ne pas peut-être, mais il y en a quand même 3 ou 4 que j'ai repérés et qui constituent, à mon sens, un élément positif dans le renouvellement de l'élite politique. Parce que tout le monde dit, les journalistes, à la fois les journalistes mais aussi les observateurs, les experts, qu'il y a un déficit de confiance entre le peuple tunisien et l'élite politique. Il y a un hiatus en quelque sorte entre eux et qu'il faut vraiment, malgré, si vous voulez, cette absence de confiance, le peuple tunisien s'est déplacé massivement pour voter, ça c'est un très bon signe, mais il faudrait que peut-être que l'élite politique se ressaisisse et réfléchisse un peu sur cette situation qui est un peu inconfortable par rapport à. Voilà, je ne veux pas m'étaler davantage, ce sont là quelques éléments pour lancer le débat. Je vais passer la parole à Mme Platel pour nous donner un peu son sentiment, elle qui a vécu donc cette expérience de l'intérieur, et par la suite on peut passer aux discussions, à l'échange. Voilà. Je vous épargne mes sentiments. C'est de côté mes sentiments en même temps. Mais je vous remercie, les organisateurs pour cette occasion, justement pour voir plusieurs jeunes en face de moi, tunisiens et étrangers, et moi jeune aussi. Je suis heureuse de voir tout le monde ce soir. Je me présente, notre ami m'a présenté, je suis Kalfa Basma, veuve Chokri Belaïd, et je suis la présidente de la Fondation Chokri Belaïd contre la violence, et c'était notre manière de répondre à la violence. C'était notre manière d'essayer d'instaurer et de répondre à la violence avec une manière civique et moderne, telle que Chokri Belaïd l'a lui-même demandé. Donc c'était notre moyen de dire aux assassins et aux terroristes, aux extrémistes islamistes en Tunisie et un peu partout dans le monde arabe, que on peut instaurer
une société démocratique et moderne. Et surtout civile. Donc, la Fondation Chokri contre la violence a commencé depuis presque une année. Et là, maintenant, on a choisi de participer pendant les élections à travers un observatoire pour observer pendant cette période électorale, juste avant, pendant et après, juste après les élections, c'est-à-dire pendant 4 mois successifs, d'une manière continuelle, d'observer s'il y a des violences politiques, c'est-à-dire exercées par les acteurs politiques et les partis politiques et les organismes de la société civile qui bougent énormément pendant la période électorale, et les milices et tous les acteurs qui peuvent être sur la scène politique pendant cette période d'élection. Je vous donnerai les résultats de l'observatoire, mais avant ça, je voudrais juste réagir par rapport à l'introduction que notre ami nous a avancée. Moi, je pense que ce qu'on vit maintenant en Tunisie, cette période transitoire, cette période qui est plutôt positive, dans le sens où on a dépassé la confrontation directe, on a dépassé la possibilité de vivre une guerre civile en Tunisie. Moi, je pense et je suis persuadée à 100% que c'est dû à la société civile tunisienne. Avant tout et après tout, c'est dû à la société civile tunisienne, pas seulement le dialogue national, à travers le dialogue national de 4 grandes associations en Tunisie, mais à travers ce que la société civile a fait surtout à Bardo, pendant l'été dernier, et juste après l'assassinat, le 2e assassinat politique de Mohamed Brahmi. Vous savez très bien que l'assassinat politique de Chokri Belaïd le 6 février a fait vraiment un temps d'arrêt pour toute la Tunisie. 1 500 000 personnes étaient dans la rue le jour de funérailles de Chokri Belaïd. Tout le monde révolté contre cet assassinat en tant qu'assassinat politique, en tant que moyen de trouver, de sortir de la différence politique, mais aussi tout le monde révolté contre l'assassinat, contre Chokri Belaïd en personne. Et puis, 6 mois après, on se trouve encore une fois devant un assassinat politique, et c'était furieux, tout le monde était révolté contre cet assassinat, et du coup, on se trouve encore une fois dans la rue pendant 3 mois, à Bardo. Et je pense que quelques jeunes qui sont là, ils ont vécu ce qui s'est passé à Bardo, ce qui a mené à ce que le gouvernement démissionne. Et un processus de dialogue a commencé tout de suite après les événements de Bardo. Et donc, tout ce qu'on est en train de vivre maintenant est dû à la société civile tunisienne en premier lieu. Et puis, si je dois parler de l'observatoire, je n'aurai pas grand-chose à vous dire, parce que justement, c'est un premier constat. J'ai fait il y a quelques jours une conférence de presse, et on a bien démontré que ce sont des résultats préliminaires. On ne peut pas dire que ce sont les derniers résultats. Ça peut changer d'ici quelques jours, parce que là, on est juste après les élections législatives, mais on va observer jusqu'à fin janvier. Et donc, on pourrait avoir d'autres résultats. Les premiers résultats sont plutôt positifs. Parce que, positifs dans le sens, il n'y a pas eu, par exemple, positif selon les postulats avec quoi on a commencé l'observatoire. Nous, on s'est dit, on a pensé qu'il y aura plus que ça, qu'il y aura beaucoup plus de violence, surtout physique. Mais les constats actuels donnent que les violences physiques sont moins que les violences verbales. Donne aussi que la violence au capital est plus que
la violence dans les régions, donne que la violence faite par les femmes est moins que celle faite par les hommes et aussi subissent par les hommes. C'est pas, on n'a pas les mêmes taux. Donne que les violences sur les médias sont plus que les violences sur le terrain, parce qu'on a divisé notre travail sur deux côtés. On a travaillé sur les médias et on a travaillé sur le terrain. Sur le terrain, bien sûr, on a choisi les meetings politiques, et les mosquées et les lieux du transport public. Et on a travaillé d'un autre côté sur les médias, la violence transportée, voilà, transmise par les médias et la violence commise par les médias. Et là, on a trouvé que la violence commise par les médias est beaucoup plus élevée que le taux de la violence transmise par les médias. Donc, on a déclaré 1983 actes de violence. Jusque-là, mais comme je vous ai dit, là on n'est que vraiment en première partie des élections, et donc là on attend. Il y a d'abord la réaction sur les premiers résultats des élections législatives. On peut attendre à tout moment vraiment une tournure vers la violence. Et il y a aussi les préparatifs des élections présidentielles, et il y a le résultat des élections présidentielles, et tout ça, c'est à observer. Et jusque-là, l'Observatoire travaille toujours, mais on ne s'arrête pas, on est tout le temps sur terrain, on surveille. Mais moi, je peux dire que déjà, on a commencé à réagir par rapport aux résultats des élections législatives. On a commencé à réagir, mais avec une violence un peu douce. Notre ami vous a annoncé que les résultats de la législative nous donnent que la composition a changé. Donc le premier parti politique en Tunisie, ce n'est plus Nahda, c'est le parti Nidé Tunis. Et le deuxième, Nahda, et le troisième, c'est l'Union pour la Tunisie. Et le quatrième, c'est le Front populaire. Et donc, du coup, la donne a totalement changé. Et donc, aussi, il y a une forte possibilité, selon les alliances dont notre ami vous a parlé, et il y a une forte possibilité que le parti Nahda ne gouverne plus. Et donc là, on est dans l'attente, on attend les alliances ou on va dire les accords pour la gouvernance. On va pas dire, parce que c'est pas obligatoirement quand on décide qu'un parti va participer à la gouvernance. Donc ça ne veut pas dire directement que c'est une alliance. Donc tout ça, les politiques en Tunisie sont en train de discuter tout ça et de voir la possibilité, est-ce que Nidé Tunis va faire une alliance avec Nahda ou pas? Est-ce que le Front populaire va faire une alliance avec Nidé Tunis ou pas? Ça aussi c'est à discuter. Et puis, parce que quand on parle de l'Union pour la Tunisie, l'Union pour... Patriotique libre, c'est ça? Vous voulez parler de ça? L'Union d'Arabie, l'Union... C'est ça. L'Union patriotique libre. L'Union patriotique. L'UP, les déclarés. D'accord, l'Union patriotique libre. C'est ça. L'Union patriotique libre. l'UPL. À ne pas confondre avec l'UPT. Donc quand on parle de ce parti... Qui a eu 16 sièges. Oui, sièges. Voilà. C'est ça. Donc, on parle d'un parti qui n'est pas très loin du parti de Nahda. Donc, c'est pour ça, on ne parle pas trop de ce parti dans l'alliance, dans la possibilité des alliances, parce que c'est un parti qui est très proche de Nahda. Donc, si on parle de ce parti, on parle de Nahda aussi. Alors, donc, il y a tout ce débat autour des alliances. Et le résultat, comme l'a si bien dit notre ami, le résultat
va nous donner la nouvelle figure de la carte politique en Tunisie. Donc là, on est en attente. Et selon le résultat, on va savoir comment ça va figurer. Mais on trouve que Nahda, elle commence à réagir. Elle commence à réagir tout doucement, avec une violence douce. Et Nahda a commencé à réagir, à attaquer le Front populaire, qui est pour un Nahda qui commence à avoir un peu d'élan, qui a eu 16 sièges, et puis il commence à réagir, à frapper le Front populaire à travers ce qu'ils sont en train de faire pour Chokri Belaïd, pour Mohamed Bouhlab. Ils sont en train de diffuser des informations à tort et à travers. Ils sont des calomnies pour ma personne, moi aussi, pour la personne de Bouhlab. Mais bon, il y a quelques jours, ça concerne ça, c'est un peu destiné à ma personne, à moi, et à Chokri Belaïd, ils ont fait. C'est une sorte de violence douce, et moi je pense que ça va évoluer, et c'est la réaction par rapport aux élections, parce que c'est une nouvelle donnée qui est en train de se trouver sur la scène. Je suis d'accord avec l'analyse de notre ami politique pour les résultats, pour les perdants, les gagnants. Les perdants aussi sont, on peut parler de CPR et TACAT qui sont deux partis qui étaient au pouvoir. Et c'est difficile d'imaginer un parti qui était au pouvoir, qui a tous les rouages, qui connaît, qui a la main sur l'administration, qui a la main sur tout le système, quoi. Et puis, il se trouve avec un siège ou avec 4 sièges. Il faut vraiment faire beaucoup de gaffe pour arriver à ça. C'est le premier résultat apparent, mais aussi derrière ça, on trouve que c'est les deux partis qui ont travaillé pour Nahda, qui ont tout fait pour Nahda. Et donc là, on se trouve que le parti Nahda se retrouve au pouvoir, mais les deux partis qui ont fait le sale boulot, ils ne sont plus là, ils sont sanctionnés beaucoup plus que le parti initial, qui a fait toutes les gaffes qui ont été faites en Tunisie. Ça, c'est mon analyse, bien sûr, personnelle, qui n'engage personne ici, mais je pense que c'est comme ça que le peuple a vraiment sanctionné ces deux partis qui ont fait vraiment le balayage après Nahda, et donc ils ont perdu et ils n'ont plus de place politique carrément. Là, maintenant, on ne sait plus pour la présidentielle, pour le président du CPR de la République, mais le président du CPR, maintenant, comment il va faire quand son parti a totalement perdu aux législatives. Je ne sais pas comment il va faire pour avoir des places, des voix pour la présidentielle. Et le dernier point que je veux évoquer, c'est que nous sommes en Tunisie exactement comme la fin de la pièce de théâtre. Merci pour la pièce, merci pour ce que vous avez fait. C'est exactement ça. Tout le monde est en train de se disputer entre eux, et on est vraiment pas conscient que toute la Tunisie est en train de se voler. Et ils ont pris tous nos richesses, et humaines et matérielles, et on est en train de se disputer entre nous sans se rendre compte de ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant, et on va... On reviendra sur tous ces points-là, sur le débat, on a des questions, réponses, des échanges. Et comme notre ami a un train à prendre dans une heure, mais on lui cède la parole, donc comme ça il fait lui aussi le point sur la question de la dette, et après on entame le débat si vous voulez bien. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et merci pour cette pièce. Donc, bravo à la création, à la compagnie Acte et le théâtre Croque-Mitaine. C'est une bonne entrée en matière, je trouve, pour parler du débat, pour parler du sujet de la dette.
Donc la dette, ce n'est pas un problème nouveau en Tunisie, mais par contre, on voit que le problème est beaucoup plus visible depuis la chute de Ben Ali, depuis janvier 2011, puisqu'on voit très bien la mainmise des créanciers sur la Tunisie, sur l'économie du pays, pour faire en sorte que la Tunisie ne dévie pas trop de la trajectoire néolibérale qu'avait tracée Ben Ali et sa clique. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est des informations récoltées sur le terrain, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, je suis membre du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, donc c'est un réseau international qui est présent dans 30 pays, dont la Tunisie. Et donc nous avons des partenaires en Tunisie qui nous transmettent la situation sur place et toutes les données relatives à la dette, relatives aux créanciers de la Tunisie. Alors, donc je vais partir de janvier 2011. Donc en janvier 2011, comme vous le savez, Ben Ali est chassé du pouvoir. Donc c'est la tête de l'État tunisien qui s'écroule. Et on voit tout de suite la réaction des créanciers suite à cela. Les créanciers qui s'organisent, les créanciers de la Tunisie qui s'organisent. Et ça se manifeste de manière très claire, puisque le 21 janvier 2011, donc quelques jours après la chute de Ben Ali, un nouveau gouverneur de la Banque centrale tunisienne est nommé, et ce nouveau gouverneur, c'est un ancien de la Banque mondiale. Donc l'ancien responsable du département Afrique du Nord au sein de la Banque mondiale, qui est mis aux rênes, qui prend les rênes de la Banque centrale de la Tunisie. Et la première déclaration du gouvernement tunisien, c'est la Tunisie remboursera sa dette dans les délais. Donc ça a été la première déclaration officielle quelques jours après ces soulèvements populaires qui ont été victorieux. Donc la dette tunisienne, c'est, comme je le disais, c'est pas un problème nouveau et c'est un problème qui pèse lourdement sur la population. Par exemple, en 2012, le remboursement de la dette tunisienne, donc le capital plus les intérêts, c'est 6 fois le budget des affaires sociales de la Tunisie. C'est 6 fois le budget de l'emploi, 3 fois le budget de la santé. Donc c'est vraiment une chape de plomb, un budget qui pèse lourdement sur l'économie tunisienne et donc sur la population. Alors ça c'était en 2012. En 2014, la dette tunisienne fonctionne toujours les recettes de l'État tunisien, donc qui rembourse année après année la dette tunisienne, et pourtant cette dette tunisienne, c'est une dette qui est odieuse. Donc qui est odieuse parce que c'est une dette qui a été contractée par un régime dictatorial, le régime de Ben Ali. Et la notion de dette odieuse, c'est une notion très claire en droit international qui est établie depuis 1927, depuis la doctrine de la dette odieuse, donc, qui a été formulée par Alexander Sachs. Donc cette doctrine de la dette odieuse, elle a évolué depuis, mais si on prend la doctrine classique de la dette odieuse, c'est une dette qui appartient à un régime dictatorial et qui tombe lorsque ce régime dictatorial tombe. Et là, on est parfaitement dans ce cas de figure, puisque Ben Ali était un dictateur, et aujourd'hui, tout le monde le dit. Enfin, tout le monde, les mouvements sociaux le disaient déjà, mais même aujourd'hui, les parlements nationaux et européens le disent. Ils qualifient la dette de Ben Ali de dette odieuse et de régime dictatorial. Donc ça, c'est repris dans 2 résolutions, donc une résolution qui a été adoptée par le Sénat belge en 2011 et par le Parlement européen en 2012. Donc 2 résolutions qui qualifient explicitement la dette de Ben Ali de dette odieuse. Donc logiquement, cette dette aurait dû être annulée par les créanciers. Or, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque les créanciers ont refourgué d'autres prêts à la Tunisie pour rembourser les arriérés de Ben Ali, cette dette odieuse. Et donc, ces nouveaux prêts de la Tunisie qui ont été contractés à partir de 2011, c'est des prêts qui sont énormes. C'est des prêts qui sont énormes, puisque la dette sous Ben Ali, lorsque Ben Ali est chassé du pouvoir, la dette extérieure publique était de 9 milliards de dollars. 5 ans plus tard, elle est de 14 milliards de dollars. Donc en fait, le régime, après Ben Ali,
a emprunté beaucoup plus même que Ben Ali lui-même sous sa dictature. Donc on voit vraiment qu'il y a eu on voit vraiment que la dette est vraiment utilisée par les créanciers et par les autorités tunisiennes pour cadenasser le développement de la Tunisie, la souveraineté de la Tunisie. Puisque, comme vous le savez, une dette s'accompagne de conditions et c'est jamais un prêt sans condition. C'est à chaque fois des prêts assortis à des conditionnalités. Donc on voit très bien l'augmentation de la dette. Donc, le point de départ, ça a été le sommet de Deauville en mai 2011, donc le fameux partenariat de Deauville, donc partenariat entre guillemets, qui réunissait les pays du G8, le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions comme la Banque africaine de développement, et qui misait sur les prêts pour accompagner le développement de la Tunisie, mais aussi de l'Égypte, d'autres pays en ébullition à l'époque. Donc voilà, ça c'est la manière pour les créanciers d'aider, entre guillemets, ces pays qui se sont débarrassés de leurs dictateurs. Alors les principaux créanciers de la Tunisie, ce sont la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, et le premier pays créancier sur la Tunisie, c'est la France. La Belgique est aussi créancière, je pourrais en parler un peu plus tard dans la discussion. Mais voilà, ça c'est les principaux créanciers, et ces créanciers mettent en place, comme je le disais, une stratégie pour museler la Tunisie. Par exemple, le prêt du FMI. Le prêt du FMI, il a été débloqué en 2013, donc c'est un prêt 2013, 2014, 2015. Un prêt sur 3 ans. C'est un prêt de 1,4 milliard d'euros, donc à l'échelle de la Tunisie, c'est un prêt d'un montant assez important, et surtout, c'est un prêt qui est assorti de plusieurs conditions. Et ces conditions, elles sont examinées, enfin, l'application des mesures que doit appliquer, l'application des mesures par le gouvernement tunisien fait l'objet d'un contrôle tous les 3 mois. Donc ça veut dire que le FMI, tous les 3 mois, regarde si la Tunisie applique bien les mesures dictées par le FMI. Alors, quelles sont ces mesures? Recapitalisation des banques tunisiennes, révision du Code du travail, donc pour réduire la législation sur le travail, donc pour faire en sorte que les travailleurs aient moins de droits, donc l'objectif étant de favoriser les licenciements, baisser les salaires, geler l'emploi dans la fonction publique, réformer le système des pensions, réduire les subventions aux produits alimentaires et aux sources d'énergie de consommation. Alors il faut savoir que cette mesure-là, la réduction des subventions sur les produits de base, les produits alimentaires, ça faisait déjà partie des mesures qui étaient imposées par le FMI dans les années 80 et qui avaient déclenché, les Tunisiens et les Tunisiennes le savent très bien, la révolte du pain. Donc c'était déjà ces mesures qui étaient imposées dans les années 80 et qui aujourd'hui continuent, donc c'est toujours la même logique en 2013, qui est imposée par les créanciers et le FMI en tête. Et de l'autre côté, on a baisse de l'impôt sur les bénéfices des multinationales. Donc voilà, c'est des mesures qu'on peut retrouver d'ailleurs ici en Belgique et un peu partout en Europe, donc des réformes structurelles, des mesures d'austérité qui finalement ne sont pas éloignées des réformes qui sont imposées dans les pays du Sud et en l'occurrence la Tunisie. Donc comme je le disais, ce prêt du FMI, c'est un prêt 2013, 2014, 2015 et qui est encadré par le FMI. Et d'ailleurs, le FMI négocie actuellement déjà un nouveau plan. Donc à partir de 2015, ils sont déjà en préparation d'un plan pour prendre la succession de l'actuel plan à partir de 2015. Donc on voit très bien que la stratégie, c'est vraiment de cadenasser les politiques de la Tunisie et faire en sorte que la Tunisie continue sur la même logique, une logique néolibérale au profit des grands investisseurs internationaux, des multinationales. Donc pour se libérer de cet étau, donc l'étau des créanciers, il faut, arrêter ces mesures-là, ces mesures d'austérité, et 2, il faut s'attaquer à la dette. Il faut que la dette devienne un problème qui soit
débattue par le public, il ne faut plus que la dette soit une question taboue. Et ça, c'est un objectif qu'on a au CATM, un objectif poursuivi notamment par notre partenaire en Tunisie, donc RED, qui est membre à la fois du réseau Attac et du réseau CATM, qui, au lendemain de la chute de Ben Ali, a lancé une grande campagne en Tunisie pour sensibiliser sur la dette et exiger un moratoire sur cette dette, pour demander la suspension du paiement de la dette, l'objectif étant que les besoins sociaux de la population soient avant tout respectés, avant que la dette soit payée. Donc, le moratoire, et pendant la durée du moratoire, faire un audit de la dette. Donc, en gros, vérifier à quoi a servi cette dette. C'est un peu ce qui s'est passé dans la pièce de théâtre, c'est vraiment regarder la facture. Regardez les dépenses de l'État tunisien, pourquoi l'État tunisien s'est endetté, pourquoi l'État tunisien s'est-il endetté. Est-ce que les multinationales payaient leurs impôts ou pas? Parce que souvent c'est ça. Le fait que les multinationales ne payent pas leurs impôts ou très peu d'impôts fait que l'État, pour compenser ce manque à gagner, s'endette sur les marchés financiers ou s'endette auprès de la Banque mondiale, des institutions financières, et tout cela, bien sûr, creuse la dette de l'État. Donc, notre partenaire tunisien a lancé une grande campagne en 2011, et cette campagne, on l'a logiquement soutenue en Belgique et un peu partout en Europe, et ça a produit des résultats. Ça a produit des résultats puisqu'il y a eu des engagements écrits qui ont été pris par des parlementaires. Donc 120 parlementaires européens en 2011 ont signé un appel demandant la suspension du paiement et l'audit de la dette tunisienne. Au niveau belge, le Sénat belge a adopté une résolution qui reprend cette suspension du paiement de la dette et l'audit de la dette, donc l'audit afin de déterminer la partie qui doit être annulée par les créanciers et par le gouvernement tunisien, pour faire le tri, pour identifier la partie odieuse, la partie illégitime de la dette. Donc ça, c'est une résolution du Sénat belge qui a été adoptée en juillet 2011. Et en 2012, on a réussi à obtenir une résolution du Parlement européen cette fois, une résolution de mai 2012 qui qualifie la dette des régimes de Ben Ali et aussi de l'Égypte de dette odieuse. Donc le terme de dette odieuse, il est repris par des institutions officielles telles que le Parlement belge et le Parlement européen. Donc ça, c'est une petite victoire, mais bien sûr, cette victoire est restée sur le papier, puisque ces engagements écrits ne se sont pas traduits en actes, puisque aujourd'hui, en 2014, la Tunisie continue de payer la dette de Ben Ali, continue de payer cette dette odieuse en dépit de ses engagements. Alors, nous, au CATM, on est en faveur d'actes souverains, donc d'actes unilatéraux des États par rapport, par exemple, sur la question de la dette. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un acte unilatéral sur la dette? C'est un moratoire sur la dette, donc un moratoire, une suspension du paiement de la dette, sans demander l'autorisation des créanciers, la mise en place d'un audit de la dette, sans associer non plus les créanciers, et une annulation sans condition de la partie illégitime, de la partie odieuse de la dette. Et ces actes unilatéraux, ces actes souverains, ce sont des actes qui sont basés sur le droit international. Le droit international, même s'il est bafoué quotidiennement, le droit international dit clairement que les droits humains sont supérieurs aux autres droits, dont les droits des créanciers. Donc un gouvernement pourrait très bien agir sur sa dette en suspendant la dette, en l'auditant et en annulant la dette lorsque cette dette est odieuse, est illégitime. Donc ça, c'est notre stratégie, et à l'heure actuelle, on ne pense pas que ces annulations de dette, ou même cette suspension du paiement, ces audits, viendront des créanciers. On l'a bien vu, les créanciers prennent des actes, font des beaux discours, mais lorsqu'il s'agit de mettre en application ces textes, ils ne font rien. Donc pour nous, très clairement, ça sera la Tunisie qui arrêtera le paiement de la dette et annulera sa dette.
Et ça, bien sûr, ça passe par des mobilisations de masse pour pousser les autorités en place à prendre ces mesures unilatérales sur la dette. Et nous, ce qu'on peut faire ici, en Europe, depuis la Belgique, c'est soutenir ces mobilisations. Soutenir ces mobilisations et bien faire comprendre aux gens, aux citoyens qui résident en Belgique, que la Tunisie ne doit rien. La Tunisie a déjà remboursé sa dette. Et cette dette, comme je le disais, est une dette odieuse, et donc il n'y a aucune justification, aucune raison à ce que la Tunisie continue de la payer. Il n'y a aucun honneur, aucune question d'honneur à payer une dette qui n'a pas profité à la population. Donc comme je le disais, nous, c'est soutenir les mobilisations sur la Tunisie, 2, faire pression sur le gouvernement belge, même si, comme je le disais, au CETEP, on n'attend rien du gouvernement belge, on n'attend rien des créanciers, mais on peut quand même les interpeller pour vraiment mettre à jour leur hypocrisie. Mettre en évidence le fossé qu'il y a entre les belles paroles et les actes. Et les actes, donc le fait que la Belgique, toujours, continue d'exiger le remboursement de cette dette odieuse. Et donc on a des outils pour faire pression en Belgique. Comme je le disais, on a cette résolution du Sénat belge, on a cette résolution du Parlement européen, et puis on a des précédents. On a des précédents, des exemples de pays qui ont décidé, poussés par leur population, ont décidé d'annuler des créances odieuses, illégitimes, sur des pays du Sud. En 2006, la Norvège l'a fait. La Norvège l'a fait à l'égard de 5 pays, a décidé, par un acte du gouvernement, d'annuler ces créances sur 5 pays, parce que ces créances, cette dette qui avait été contractée à l'égard de la Norvège, était une dette qui n'avait pas profité aux populations sur place, et donc cette dette était illégitime, et cette dette a été annulée. Et enfin, la dernière chose qu'on peut faire en Belgique, c'est nous-mêmes nous retrousser les manches et auditer les créances de la Belgique à l'égard de la Tunisie. Le gouvernement belge ne le fera pas. Donc nous, en tant que citoyens, on a déjà plusieurs informations en main, on peut commencer l'audit citoyen des créances de la Belgique sur la Tunisie. Donc il y a un an, il y a un comité d'audit citoyen qui s'est mis en place en Belgique, donc c'est pas le seul. Dans plusieurs pays européens, il existe des comités d'audit citoyens, qui partent vraiment de la base, dont l'objectif est de sensibiliser la population sur l'origine de la dette. Donc dans le cas de la Belgique, c'est l'origine de la dette belge, à qui la dette belge a profité, mais aussi d'auditer les créances de la Belgique sur les pays dits en développement. Et la Tunisie fait partie, comme je le disais, des pays qui remboursent de l'argent annuellement à la Belgique. Au total, donc ça c'est les résultats de l'audit citoyen en Belgique, et je terminerai par là. Le comité d'audit citoyen a fait le calcul de ce que doivent les pays du Sud à l'égard de la Belgique. Et en faisant l'addition de toutes les dettes des pays du Sud à l'égard de la Belgique, on obtient le montant de 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. 2 milliards d'euros, c'est un seul sauvetage de la banque Dexia. C'est 16 fois moins que le total des sauvetages bancaires en Belgique depuis 2008. Donc annuler sans condition et en totalité la dette de la Tunisie, mais également la dette du Burkina Faso et la dette de tous les pays du Sud à l'égard de la Belgique, ça c'est totalement réaliste d'un point de vue économique, et surtout ce serait rendre justice en partie aux populations du Sud qui ont déjà trop remboursé et qui continuent d'être saignées par la dette et par la logique qu'il y a derrière la dette, puisque c'est un système, la dette, c'est pas uniquement un remboursement d'argent, c'est un système global avec un système de domination, puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la Tunisie doit appliquer les mesures qui sont prônées par le FMI, et donc à l'heure actuelle n'est toujours pas un pays souverain dans les faits. Voilà, je m'arrête ici. Merci.
les deux intervenants, chacun apporte son éclairage sur des questions centrales. Je trouve que les organisateurs l'ont fait peut-être par hasard, mais on a tendance souvent à privilégier le débat politique et la violence politique et les questions qui sont en lien avec la politique, mais on oublie souvent que les questions économiques sont aussi violentes et aussi parfois dangereuses. Et ici, on le voit à travers le cas de la dette, puisque on va imposer à la Tunisie de licencier, de réaliser le coût du travail. Je ne veux pas revenir ou résumer tout ce qu'on vient de dire, mais je crois sans plus tarder, je vous cède la parole et on peut échanger, vous pouvez poser des questions et on essaiera de répondre. Voilà. Mais avec moi j'ai une petite question à Madame Hafem. C'est quoi le but derrière l'attaque de chaîne Jazeera envers toi et envers l'école de la révolution tunisienne chez Clément? Tu ne me déranges pas? Non, quand on dit Jazeera, on dit un courant politique international les islamistes, les extrémistes islamistes. Jazeera n'a pas cessé pendant une longue période de travailler un courant politique bien déterminé. Et en ces derniers moments, moi je pense que c'est une réaction par rapport aux élections. C'était la période des élections. Jazeera a travaillé pendant de longues semaines au compte de... C'est pas secret, puisqu'elle a travaillé particulièrement, donc elle a travaillé au compte de Mazouki, elle a essayé de... comment dire, elle a essayé de blanchir ce qu'il a fait pendant toute cette période, pendant, je dirais, 2-3 semaines successives. Et ils ont essayé de projeter ce documentaire juste avant les élections, 3 ou 4 jours avant les élections. Mais après une vague de réponses de la société civile, parce qu'à l'annonce du documentaire, ils ont annoncé que voilà, c'est le secret de l'assassinat de Chokri, donc on va annoncer, et ils ont montré un peu Najamois, et donc les gens ils ont dit c'est clair, puisque c'est Jazeera, donc c'est clair que c'est un enjeu électoral, purement électoral. Et donc, toutes les associations et tout le monde des médias et tout le monde a demandé qu'il y ait un peu de prudence par rapport à ce documentaire. Et du coup, Jazeera a arrêté, a tardé la projection de ce documentaire. Elle l'a projeté le jeudi dernier, en disant que les inculpés maintenant ne sont pas les vrais inculpés et ce n'est même pas les Ansar Sharia qui ont assassiné Chokri Belaïd. Mais par contre, il y a une autre piste qui n'a pas été bien cherchée, c'est que moi-même, je peux être impliquée dans l'assassinat et tout ça. Moi, je pense que Jazeera ne veut pas que la Tunisie ait un symbole à cette époque-là, parce qu'ils ont bien vu, Jazeera, derrière Jazeera, il y a Nahda, il y a le CPR aussi, et donc ils ne veulent pas que la Tunisie ait un symbole, et l'image de Chokri Belaïd pendant toute cette période ne l'emblait pas. Les assassins, ils ont pensé qu'ils ont tué la personne, côté physique, mais aussi et surtout l'idée, le projet, l'avenir, la clairvoyance, tout ce que portait Chokri Belaïd. Et ils pensaient que tout ça, le courage de Chokri Belaïd et tout ça, ils pensaient que ça va s'arrêter juste après sa mort, et ils ont pensé que même tout le monde aura peur après la mort de Chokri Belaïd. Ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Et donc, du coup,
les gens n'ont plus peur et les gens parlent à haute voix et les gens refusent ce parti et les résultats en une partie reflètent ce refus. Et donc, moi je pense que c'est une réaction par rapport aux élections. Et aussi, c'est un refus de l'image de Chokri Belaïd, peut-être même de moi-même. Ils ne veulent pas que le peuple tunisien ait ses icônes et ses symboles historiques, je dirais, parce que Chokri Belaïd est vraiment devenu le symbole de la Tunisie, le symbole d'un patriote qui s'est donné pour la patrie et pour réellement ce qui s'est donné pour la Tunisie. Et donc, je pense, c'est mon analyse personnelle, je ne sais pas, peut-être d'autres. Mais on ne peut pas nier que derrière Al Jazeera, c'est les islamistes à l'échelle internationale. Juste, peut-être une question un peu naïve, mais ça, on ne peut pas considérer ça, cette analyse de Al Jazeera, si on peut parler d'analyse, même si, comme une ingérence quand même, par rapport à la justice tunisienne, puisqu'elle remet en question quand même, donc maintenant de plus que 2 ans d'enquête et une émission de télé, peu importe l'importance de cette chaîne, ou bien on a en question certainement. Tout à fait. Nous, on va les attaquer. De toute façon, moi et toute la famille de Chokri Belaïd, on va les attaquer en justice. Le ministère de l'Intérieur aussi peut les attaquer s'ils veulent. Ils ont assigné aussi pendant le documentaire, je ne sais pas qui c'est ça qui m'a vu, que moi je suis c'est moi qui guide un peu le service l'équipe, le groupe de la division antiterroriste. Le groupe division antiterroriste. C'est le groupe antiterroriste. C'est le groupe cellule antiterroriste au sein du ministère de l'Intérieur. Donc ils ont assigné, oui, ils ont dit que c'est ce groupe les policiers qui les ont appelés pour leur dire ne diffusez pas ce documentaire. Ils les ont appelés sur un numéro qu'ils ne donnaient qu'à Basma Khatou. Donc c'est moi qui ai donné ce numéro à ces flics et je les ai ordonnés en leur disant allez-y appeler et arrêter la diffusion. Donc dans ce cas, le ministère de l'Intérieur peut réagir et peut porter plainte contre eux. Mais moi de toute façon, moi personnellement je vais porter plainte. Toute la famille Chokri Belaïd, son frère, ses frères aussi, on sera pratiquement ensemble. Le parti de Chokri Belaïd va porter plainte. Et des associations, parce que hier je n'ai pas arrêté de recevoir des appels de toutes les associations, la FIDH, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Amnesty, l'association des femmes démocrates, l'association de plusieurs associations qui m'ont appelé hier et qui doivent tous porter plainte contre cette ville. Et bien sûr, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les réponses sur les pages Facebook des gens de Rome et des médias et un peu partout qui étaient contre ce qu'a fait Tuzi. Parce que ça se voit tout de suite que ce n'est pas du tout de l'investigation, c'est pas du tout pourquoi maintenant. Pourquoi évoquer des faits qui ont été évoqués depuis juste après l'assassinat de Chokri Belaïd et la police a bien cherché, a bien fait son enquête et a dépassé tout ça. Pourquoi ce côté-là, pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi... Tout ça, c'est pas du tout au hasard. Donc c'est une réaction. Dernière question encore. Non, attends. Et très brièvement, essayez toujours pour tout le monde. Excusez-moi, c'est pas pour. Deux petites remarques. Une première remarque concernant l'assassinat de Chokri Belaïd. Ce que je constate, c'est qu'il est notoirement connu que Chokri Belaïd était contre, c'est-à-dire le retour des gens de l'ancien régime. Il était contre toute alliance, toute idée de retour des descendants
Et ce qui s'est passé après son assassinat, c'est le contraire diable. C'est que le même Jabal Shabir accepte donc de constituer donc, le front du salut avec Nidatos. Ce qui me fait dire, indépendamment de celui qui a commis le crime a profité à Nidatos. Clair et net, tout le monde le sait, mais tout le monde essaie de le nier. Deuxième élément, cette alliance-là est contre nature, parce que le Jabal Shabir partage exactement les idées soutenues par notre ami Renaud concernant la dette, alors que Nidatos, c'est monsieur lui-même qui était présent à Deauville pour le programme Jasmin, qui est une soumission complète de la Tunisie au diktat de l'FMI et de la Banque mondiale. Ce qui se passe actuellement, c'est que tous les gouvernements successifs, que ce soit de Sipsi, le premier gouvernement, de Narda, de la Troïka, se sont soumis au diktat de la Banque mondiale et de l'FMI, et dans leur programme politique, ils vont continuer la même politique suivie par Ben Ali avant, l'ultralibéralisme, c'est-à-dire ils vont faire payer le peuple tunisien les vols commis par ces gens-là. Je vous donne un seul exemple chiffré. Les spécialistes disent que la corruption en Tunisie a valu chaque année 2 à 3% du PIB. Eh bien, ce qu'on demande, le FMI demande à la Tunisie, pour renflouer les banques seulement, parce que pour renflouer les banques, de consacrer 2% du PIB. Et cet argent-là qui a été volé par ces gens-là. Et d'où ça vient justement exactement les 2% qu'ils vont les chercher dans la caisse de compensation et dans le gel des salaires. Ça veut dire quoi? Vous, Ben Ali, vous avez volé, c'est le peuple tunisien qui doit payer la note. Et ça, c'est la politique Narda et Nidatos. Alors, sur là, enfin, je veux dire, là, pour confirmer un peu ce que vous venez de dire, mais sur le plan économique, je veux dire, et sur le plan de leur programme, et s'ils ont les deux, le soutien à la fois des pays ex-colonisateurs ou des États-Unis, c'est parce qu'ils ont apporté le même programme économique. Et ça, c'est pas le scoop, quoi. C'est pas surprenant. Enfin, avançons un tout petit peu. Alors, d'abord, alors essayez tous d'être brefs, comme ça, poser des questions si vous pouvez. Okay. On a eu une longue introduction là sur les élections, et avec la dernière intervention, je comprends bien que tous ces mouvements à l'entre-guillemets partis sont très importants en Tunisie. Mais je voulais poser une question, c'est vous savez qu'au moment du soulèvement, ça a créé une sorte d'inspiration dans énormément d'autres pays, dont l'Espagne, la Grèce, la Belgique, etc., énormément des indignés. Et je me souviens d'une des premières assemblées que j'avais vues à Bruxelles en 2011, où une discussion se passait entre Tunisiens et Belges sur la question de la démocratie représentative, etc. Pourquoi faites-vous tomber un dictateur pour continuer dans le même système avec des puissants qui décident à votre place, etc. Et c'était un peu un dialogue de sourds, parce que c'était les petits blancs occidentaux qui disaient vous n'allez pas assez loin, un peuple qui était quand même en train de se révolter et de saigner. Mais donc, ma question là aujourd'hui, c'est quand même un peu la même en fait au final, c'est il y a eu en 2011 aussi d'autres mouvements, j'ai l'impression, qui allaient vers de la souveraineté populaire, qui ne passent pas que par les urnes. Et un des exemples que j'ai entendu, mais de l'extérieur, donc j'insiste, je ne connais pas du tout la situation là-bas, c'était les comités de quartier au moment de la vague de peur que l'État était en train de mettre en place. Et j'ai cru comprendre que ces comités de quartier s'étaient à un moment donné élargis à des comités de base. Et donc là, on pouvait avoir peut-être un autre foyer de souveraineté, de contrôle démocratique
qui ne fassent pas seulement confiance à des partis qui représenteraient la population. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que le changement peut venir aussi d'autres mouvements que les partis? On regroupe quelques questions. Vous préférez répondre? Je préfère répondre parce que même les deux premières remarques sont très importantes. D'accord. Peut-être que je commencerai par la dernière. Je ne vais pas vous convaincre ce soir. Mais bon, on va essayer. Moi, ma conviction, c'est que les islamistes sont au pouvoir en 2011, en 2012, essentiellement pour ne pas évoquer ce genre de sujets comme les dettes les plus importants du pays. Pour ne pas évoquer ce genre de problème, pour ne pas en discuter et pour ne pas chercher réellement les résultats et pour ne pas justement arriver à ces solutions que notre ami vient de citer et qui sont vraiment les meilleures pour la Tunisie. Si on a pris cette décision dès le début, on ne paye plus les dettes qu'on n'a pas, nous-mêmes, le peuple tunisien, on n'a pas vraiment utilisé ces dettes, donc on ne paye pas, ça aurait été vraiment on aurait été dans un autre monde. Et donc la montée des islamistes, c'était le seul moyen de mettre tout le pays dans ce conflit d'idéologie et de thèmes dont on n'en a pas du tout parlé depuis les années 80, fin 70 et début 80. Donc on sait qu'on a mis de côté ce genre de débat. On ne parle plus de tu es musulman, tu n'es pas musulman. C'est un truc très personnel. C'est une affaire entre chacun et son Dieu. Et celui qui est musulman, bon musulman, c'est pour lui. Celui qui est athée, c'est pour lui. Et on a tranché cette affaire depuis les années 80. Là, comme on est dans une révolution, donc on nous a trouvé le bon moyen pour détourner les vrais problèmes. Et donc, pour moi, l'idée de tout, c'est de point de vue politique, économique, oui. Ils ont pratiquement le même projet, ils sont tous les deux du même bord. Mais le front et les Tkaoul plutôt, c'était essentiellement pour un projet sociétal et je suis totalement d'accord à ce que ce front, c'était vraiment une nécessité pour la Tunisie. Avoir 2 assassinats successifs devant cette œuvre et les paradigmes futuristes et qui devient de plus en plus, et je ne sais pas, peut-être que vous êtes là un peu loin, ça ne veut pas dire que vous ne suivez pas, mais ce que vivaient les Tunisiens dans les quartiers tous les jours, du genre tu ne peux pas mettre ça, tu dois mettre ça, et on avance un peu plus vers les libertés des gens et vers arrêter les libertés des gens, c'est quelque chose aussi. Et arriver au summum de la violence et arriver au summum du banditisme des islamistes en Tunisie à travers les assassinats par balle, on n'a pas l'habitude de voir ça et on refuse de voir ça en Tunisie. Et puis, c'est un deuxième assassinat au bout de 6 mois, c'est bon, hein? Donc là, on parle de projet de société, on parle de comment on veut la Tunisie. Et donc là, les gens ont dit, tout le monde a dit, bon, on est d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord sur les stratégies ni économiques, ni sociales, ni politiques, mais on est d'accord au moins sur un point. On n'est pas en train de former une alliance. On ne peut pas être dans une alliance gauche ou même centre-gauche et droite, c'est très difficile. Et moi je dis, excusez-moi, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais je dis que ça demande une très grande maturité pour pouvoir garder les lignes et garder la place et garder nos valeurs, tout en étant en alliance avec d'autres personnes, avec d'autres partis, vraiment de l'autre rive. Il faut vraiment avoir une grande maturité et une grande confiance en soi. Mais on n'est pas là maintenant. Donc on ne peut pas avoir d'alliance réellement. Mais ce qui s'est passé à Bardo, c'était
une vision commune contre la mort, contre la culture de la mort, contre cet obscurantisme qui peut tuer le reste aussi des leaders politiques. Donc, je ne suis pas, je ne suis pas aussi. Vous avez raison, mais les circonstances. Non, on ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas. On ne peut pas. Quel que soit. Moi, c'est mon avis. Et je ne pense pas du tout que Nidé Tounes a profité de l'assassinat dans le sens que vous voulez dire. Malgré les circonstances, la situation économique qui atteint la Tunisie, la situation sociale aussi, on va dire aussi que c'est Nidé Tounes qui a profité de ça. La situation aussi, si on se voit un peu et on se regarde un peu et on regarde aussi les échecs un peu, la situation de la gauche en Tunisie aussi n'est pas meilleure. Voilà. Donc qui peut profiter de tout ça? C'est les partis ou les groupes politiques qui sont organisés. Les plus organisés, c'est Nidé Tounes. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'ancien parti, il y a une partie des gens qui sont indépendants, ou elle a de la gauche, ou elle a d'autres tendances politiques, qui voulaient vraiment faire un parti. Ça, c'est Nidé Tounes. C'est pas ça, c'est Nidé Tounes. C'est ce mélange tout ensemble. Donc, et tout de suite. C'est un parti qui s'est tout de suite organisé. Et donc, cette situation, personne ne peut profiter de cette situation que les partis qui sont organisés, tels que NAB, qui était organisé juste avant la Révolution, parce que c'était voulu, parce qu'ils étaient organisés même à l'échelle internationale, et parce que l'international voulait que ce parti soit au pouvoir tout de suite après la Révolution. Ça, on le sait tous, à travers les formations qu'ils ont eues, à travers les voyages qu'ils ont eus avant la Révolution. Ils étaient un peu partout, ils étaient aux États-Unis, ils étaient à Londres, ils étaient en Europe, ils ont subi des formations de tous bords pour pouvoir gérer la situation et pour pouvoir gouverner. Et on le sait, maintenant on le sait. Ce n'est plus caché. Et donc, nous aussi, il faut bien, c'est le moment aussi de faire attention et de se réunir et de se organiser et de voir le chemin un peu plus clair que ça. Donc, moi je dis, peut-être que ça ne vous plaît pas ce que je dis, mais je dis, l'histoire, alors on ne peut pas le créer. Ce qu'on veut dans nos têtes, et ce qui existe réellement, totalement. Donc, il faudrait justement ramener ce que nous avons dans la tête concrètement, réellement, sur terre. On ne peut pas dire aux gens, arrêtez, ne travaillez pas, ne faites rien, vous n'avez pas le droit d'être organisé jusqu'à ce que moi je m'organise et nous on s'organise. Non, je suis désolée. Bon, ils sont organisés, ils ont travaillé, très bien, chapeau. La prochaine fois, on essaye, nous, de s'organiser, d'avancer un peu plus et d'avoir notre position pleinement sur la scène politique. Voilà. Alors, le temps passe et on fait des signes pour que je ne veux pas vous frustrer le débat, c'est important aussi qu'on discute, donc peut-être on va essayer de regrouper 2 ou 3 questions et on tentera de répondre assez rapidement, si vous voulez bien, si c'est possible. Hein. Donc, et alors peut-être éventuellement commencer par poser des questions à notre ami parce qu'il doit partir. Quitte à ce qu'on reste un petit peu, voilà. Est-ce que c'est pour la dette? Non, mais c'est pas alors, et très brièvement. Désolé. Première analyse, la dette tunisienne, il y a au maximum 40% qui a été contracté auprès de pays ou d'organisations et les 60% ont été contractés sur le marché international. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire qu'on ne rembourse pas cette dette-là? Est-ce qu'il a été contracté sur le marché international? Est-ce qu'il y a une autre question sur la dette? Oui. Si la Tunisie, si un gouvernement tunisien quelconque
décide de sa souveraineté de ne pas payer la dette, est-ce que le comité pour l'annulation de la dette est un réseau assez fort pour soutenir le dirigeant qui prendrait cette décision-là pour qu'il ne soit pas liquidé tout de suite par les multinationales et le système international néolibéral? Je vais commencer donc, comme je l'ai dit, oui, le CDTM c'est un réseau international donc, qui regroupe des associations de base, des syndicats, des organisations paysannes, des ONG. Et donc, c'est un réseau international mais qui crée des alliances avec d'autres réseaux et d'autres organisations qui se battent sur le terrain. Le CDTM tout seul ne peut pas lutter contre les créanciers, contre les transnationales, etc. Donc le but c'est vraiment converger avec les autres mouvements sociaux qui partagent les mêmes revendications que nous. Mais pour te donner un exemple, c'est assez rare pour le souligner, il y a eu un gouvernement qui a, en 2007 et 2008, posé 2 actes souverains sur sa dette, c'est le gouvernement équatorien. Le gouvernement équatorien a suspendu une partie de sa dette et a audité sa dette, comme je le disais, sans demander l'autorisation des créanciers et sans faire l'audit avec les créanciers, puisque la dette, c'est vraiment un problème qui touche le quotidien des gens, qui touche la population, et les créanciers, eux, n'ont aucun intérêt à ce qu'un pays se rebelle contre eux. Donc l'Équateur l'a fait, mais l'Équateur l'a fait parce qu'il avait derrière lui une base sociale importante, une base populaire importante, qui a été créée justement par toute une campagne pour un audit citoyen de la dette équatorienne. Donc il y avait déjà une campagne importante en Équateur qui a fait le travail sur le terrain et qui a sensibilisé largement la population en Équateur sur les conséquences de la dette, etc., sur voilà, le système dette. Et donc, fort de cet appui populaire, le gouvernement équatorien a pris des actes de désobéissance face à ses créanciers, et donc le CDTM, on l'a soutenu et on a participé aussi à cette bataille contre les créanciers, puisqu'on a fait partie de cette commission d'audit instaurée donc, en Équateur. Et sur la deuxième question sur les banques privées, oui, j'ai oublié de mentionner ces créanciers qui sont de plus en plus importants en Tunisie. Donc à côté des organisations internationales, régionales et les États, il y a aussi les banques privées. Et là, c'est la même chose. Des banques privées du pays ou des banques privées extérieures. Des banques privées extérieures. Et donc là, c'est la même chose. L'audit de la dette, c'est un audit qui porterait sur la dette à l'égard des organisations internationales, des États, mais également des banques privées. Donc nous, ce sur quoi on travaille et ce qu'on pousse, c'est vraiment un audit intégral de la dette, qui analyse la dette à l'égard de tous les créanciers, qu'ils soient à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci. Alors, désolé de te faire attendre. Voilà. Bon, de toute façon, il y a une chose très importante. Les 2 tiers maintenant des votants en Tunisie, ils ont déjà voté pour 4 partis. Parti Delegatos, Martin, l'UPL et AFAC. Donc, ils ont un programme libéral au niveau de l'économie. Ça, c'est très important pour nous. Et là, je crois que le grand perdant, c'est les autres partis, on appelle les partis de gauche. Et là, je crois qu'il y a un problème au niveau de la partie, des partis d'opposition, qui leur discours n'a pas... Alors, lesquels les partis d'opposition? De toute façon, de gauche, d'une façon générale, moi je parle, il n'a pas évolué dans le sens que, depuis maintenant 3-4 ans, c'est le même discours, et je pense que ils ont une politique qui fonctionne à la cooptation, à l'influence, qui n'ont pas une base solide à ce niveau-là, qui n'ont pas un programme cohérent. De l'autre côté, ils ont fort diabolisé surtout le parti de Martin et le genre de Martin. Moi je trouve qu'ils sont des fins stratèges. La première des choses, ils ont montré en 2013, en 2014, quand ils ont quitté le pouvoir, ils ont montré à tout le monde, même à l'Occident, que c'est un parti démocrate. Ça c'est très important. Et là, ça a renforcé au niveau de leur base. Et il faut le reconnaître, qu'on le veuille ou non, sur 429 avant les députés, il y a seulement 33 qui sont
qui sont restés de nouveaux députés. Il y a maintenant, ils ont 36 députés nouveaux. Bien sûr. Et ça, c'est une force parce qu'ils ont une base. Et moi, je trouve qu'il faut le reconnaître. C'est des gens qui ont fait beaucoup de travail. Et moi, je trouve qu'ils ont une stratégie très forte et ils ont beaucoup travaillé. La question maintenant, si le parti Nidatoun s'est pas appelé le Front populaire pour gouverner, je crois qu'il y a un grand problème. Il y a une divergence au niveau programme économique. Est-ce que là, moi je trouve qu'il peut y aller le Front populaire, parce que comme il a créé un grand problème au sein de ses sympathisants, quand il a fait une déclaration en 2013 avec Nidatoun, avec BGP, comme il a dit Mohamed, il a dit, de toute façon, les anciens de ces listes, on peut trouver une certaine entente pour travailler avec eux. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre... oui, ce sera la dernière question, sinon. Donc, voilà. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu, durant ces 3 ans, parler d'un débat gauche-droite? Est-ce qu'on a parlé de programme de gauche ou de programme de droite? Est-ce qu'on a eu l'occasion de présenter une vision de gauche? Est-ce qu'on a eu l'occasion de... Mais on n'a pas eu l'occasion, pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène musulman ou musulman. Tu es musulman ou tu n'es pas musulman. Il y a le phénomène... Oui, mais c'est ça. Il y a eu le phénomène des assassinats, et ce n'est pas rien. Il y a eu le phénomène d'appauvrissement des gens. Il y a eu le phénomène de débat de la Constitution qui nous a tenus pendant 2 ans et demi pour choisir l'article 1 de la Constitution. Est-ce que la Tunisie est un État, l'État tunisien est musulman? Donc est-ce que l'État doit être musulman ou est-ce que c'est un État qui a une religion musulmane? On a passé 6 mois ou 7 mois à discuter l'article 1. Après les articles est-ce qu'il y a la complémentarité ou la légalité entre hommes et femmes? Et pour dire le mot égalité, on a passé presque 8 mois à discuter est-ce qu'on est égalité homme-femme ou est-ce qu'on est complémentarité homme-femme. Complémentarité, vous savez très bien, 99 plus 1, c'est complémentarité. Et donc, c'était un faux débat. Les islamistes étaient en Tunisie pour créer un faux débat. Et donc, ce n'est pas une diabolisation des islamistes, je suis désolée. Les islamistes étaient au pouvoir quand il y a eu l'assassinat de Chokri Belaïd. Le ministre de l'Intérieur était Nada quand il y a eu l'assassinat de Chokri Belaïd. Le ministre de l'Intérieur était choisi et décidé par Nada quand il y a eu l'assassinat de Mohamed Brahmi. La CIA a envoyé une lettre au ministère de l'Intérieur pour leur annoncer qu'il y a un éventuel assassinat contre Mohamed Brahmi, nominativement. Et le ministère de l'Intérieur n'a pas réagi. Ça, c'est au gouvernement de Nada. Je peux vous citer d'ici à 6 h du matin les gaffes du parti Nada. Ça, c'est une diabolisation, c'est pas une diabolisation. Donc, d'un côté, il y a eu toutes les fautes commises par Nada, et sécuritaires, et politiques, et économiques, et sociales, et culturelles. Les militants et les milices de Nada qui ont frappé les artistes là dans la rue, c'est pas la gauche. Et c'est pas les autres partis de droite non plus. C'est Nada qui a fait ça. Et donc, c'est un constat que ce parti a fait de graves erreurs et de graves crimes envers la Tunisie. Ça, c'est un constat. Et donc, du coup, on a passé les 3 ans, on n'a pas eu le temps d'expliquer ni un programme de gauche, ni un programme de droite d'ailleurs. Donc là, c'est pour ça, moi je pense que il n'y a pas de visage clair maintenant de la Tunisie. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à... Non, il nous manque, on a encore besoin de temps.
Parce que là, on est au sein, c'est un processus et ça tourne, et on ne sait pas ce que ça va nous donner encore. Là. Et c'est pas la gauche qui a perdu, je suis désolée, bien que je suis là, c'est parce que je suis de gauche, de nature, mais je ne suis pas là au nom de parler, pour parler au nom politique, mais c'est pas la gauche qui a perdu. La gauche avait 4 ou 5% dans les élections de 2011. Là, maintenant, la gauche a... Il y a 4% à la moins encore. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un travail. Alors, oui, on peut discuter après, les chiffres, parce que maintenant il y a... Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la gauche avait 2 sièges, pendant l'ancien régime. Elle a 16 sièges. Elle ne peut pas être perdante, elle n'est pas perdante. Il y a des partis comme Excusez-moi, mais c'est pas ça le débat, c'est pas ça le débat qui a gagné. Et normalement, tout le monde doit penser, est-ce que la Tunisie a gagné ou pas? Mohamed Dechi, on peut discuter un verre, donc on peut continuer la discussion. Je vous remercie. Merci. Mais je ne veux pas, madame, je veux quand même dire un mot, et franchement, excusez-moi de tout ça. Ouais. Moi, je ne suis pas tunisienne, je suis belge, je précise. Oui, il n'y a pas de problème. Et moi, ce que je vois, la constatation, je suis allée en Tunisie un mois d'ici, la constatation que je fais par rapport à ce qu'on a discuté, c'est que chacun campe sur ses positions, les divers partis, et que ça ne fera pas avancer les choses si chacun ne se met pas un petit peu à changer ses idées. Moi, c'est mon opinion. Voilà, sur ces deux bonnes paroles. Tout le monde se tape de son côté, mais le peuple tunisien, lui, il est dans la... Pour ne pas prononcer. Voilà, les gens souffrent, les prix ont augmenté, la population est dans un état pitoyable, on a discuté avec toute la Tunisie, je n'ai jamais vu le pays aussi sale, je connais ce pays depuis plus de 20 ans, et je vois que la situation du peuple, elle n'est pas meilleure. Je ne dis pas à cause de qui, c'est pas le problème de savoir qui est responsable de quoi, le problème c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses. Et pas tout le monde camper sur ces conditions en disant non, c'est l'autre qui a fait ceci. On est une famille, et la famille, c'est mon constat, c'est tout ce que je veux dire. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie que tout le monde ait envie de parler plus longtemps et que ça se passe normal et j'espère que vous allez continuer à le faire. On va discuter Voilà.